en exercice depuis maintenant 16 ans, j'ai l'occasion d'accompagner mes étudiants dans la préparation de l'examen, mais également d'être surveillant le jour J. Et je vois malheureusement trop d'étudiants terminer l'épreuve avant la durée totale de, de, de cette épreuve qui est de 4 heures. En ayant vraiment la conviction d'avoir réalisé du très bon travail. Donc, la racine vient d'un problème de méthodologie. Donc, cette vidéo a pour but de vous donner quelques clés de méthodologie prioritairement, mais également de notions techniques pour la réussite de l'épreuve de MOI. Pour cela, nous allons ensemble corriger le cas Beeper. Cas Beeper qui a été donné en métropole en 2024. Donc, un sujet de MOI est toujours structuré en 3 parties. Mission 1, mission 2 et les questions complémentaires. La mission 1 concerne essentiellement la partie tarification. Nous y reviendrons plus tard. La mission 2 concerne essentiellement la partie sécurisation de l'opération. Et enfin, des questions complémentaires qui sont totalement détachées de l'étude de cas de base. Donc, attaquons avec la mission 1 pour le sujet Beeper. Pour la partie tarification, les études de cas placent souvent les étudiants dans 2 situations précises. Le comparatif de plusieurs offres de fournisseurs, là nous sommes à l'import. Une entreprise hésite à acheter de la marchandise auprès du fournisseur B, A, B ou C. C'est une méthodologie particulière. Ou alors, une entreprise s'apprête à faire une offre à l'un de ses clients ou de ses prospects à l'export. Et donc, il faut l'y aider. Mais c'est justement ce cas qui est concerné par l'entreprise Beeper. Donc, pour rappel, Beeper est une entreprise qui est spécialisée dans le négoce de trottinettes, d'objets de mobilité électrique, essentiellement des trottinettes. Allons vers la simplification. Et elle a été sollicitée par une entreprise sud-coréenne pour lui faire une offre. Parce que cette dernière est très intéressée par les produits commercialisés par l'entreprise. Donc, ce qui gêne le plus les étudiants, c'est de se dire, ben voilà, la seule consigne qui nous est donnée pour formuler cette offre à l'export tient en une seule phrase qui est ici surlignée. Fabienne Jeannot, responsable export, vous demande d'analyser la demande d'offre du prospect Tratec Solutions au regard des CGV de Beeper et de formuler une offre répondant au mieux à sa demande. Lorsque vous avez la préparation d'une offre export à faire, il faut toujours structurer votre réponse en plusieurs étapes. 1. L'analyse de la demande d'offre. 2. La tarification avec une ou plusieurs solutions de transport pour lesquelles il faudrait éventuellement faire un choix. Et enfin, la formulation de l'offre. Donc, voyons étape par étape. Donc, si je suis le déroulement des annexes, vous avez ici les conditions générales de vente de Beeper. Nous voyons que l'entreprise aime facturer en euros ou en dollars, qu'elle aime payer ses fournisseurs, enfin, être payée de ses clients à 60 jours par virement SWIFT. Et que pour les nouveaux clients, elle met en place un CREDOC irrévocable à vue. Et peut-être avec une confirmation si le pays est soumis à un risque politique, etc., etc. Et là, nous avons les demandes du client sud-coréen en annexe suivante. Donc voilà la quantité de marchandises exigée par le client, qu'il veut un prix avec transport jusqu'au port de Incheon, en Corée du Sud, un paiement par SWIFT à 120 jours. La première partie va consister pour les étudiants à devoir comparer
les CGV habituels de l'entreprise que nous représentons, ici Beeper, et la demande d'offre du client. Le terme analyser est très important en commerce international. Il signifie mettre en avant les avantages et les inconvénients d'un tel choix pour le client, d'un tel choix pour l'exportateur. Pardon. Donc, cette réponse ne peut s'entendre que sous la forme d'un tableau que vous avez ici sous les yeux. Je ne vais pas m'attarder sur les éléments sur lesquels l'entreprise et l'entreprise exportatrice et son client sud-coréen paraissent d'accord. Les devises, il y a convergence de point de vue. Les incoterms, il semble qu'il y ait convergence de point de vue, bien qu'on puisse épiloguer sur la responsabilité, puisque l'exportateur est habitué à faire une livraison en ex-work ou en CIP, tandis que son client, lui, veut un transport jusqu'au port de destination. CIP peut comprendre la logistique jusqu'au port de destination, mais quid de l'assurance et quid des responsabilités, puisque rappelons-nous qu'en CIP, l'exportateur organise, c'est-à-dire paye le transport jusqu'au port de destination, mais il n'en est pas responsable. Ici, la demande du client ne fait aucunement référence à ce problème. Nous allons plutôt nous attarder sur la partie la plus importante sur laquelle l'étudiant a le plus à disserter. Il s'agit bien sûr des conditions de paiement. Beeper est habitué à demander paiement par virement SWIFT à 60 jours pour ses clients habituels et un crédit documentaire irrévocable ou irrévocable et confirmé pour ses nouveaux clients. Ce qui est le cas de l'entreprise sud-coréenne Tratec Solutions. Mais Tratec Solutions ne semble pas du tout dans cette optique. Tratec Solutions veut un paiement à 120 jours par virement SWIFT. L'étudiant qui analyse ça doit mettre en relief les 3 risques inhérents au paiement. C'est ce que nous attendons dans la copie. 1. Le risque commercial. En effet, avec un virement SWIFT, l'exportateur n'a absolument aucune garantie que son client le paye, puisque l'initiative du paiement n'appartient qu'à ce dernier. Il n'y a pas d'engagement bancaire comme il y aurait dans un CREDOC. 2. Le risque politique. Donc, la Corée du Sud est un pays stable, dans lequel il ne risque pas d'y avoir de déstabilisation particulière empêchant le paiement, mais comme le sujet a formulé qu'il y avait éventuellement une confirmation, il faut être capable de faire le lien entre la confirmation du crédit documentaire et le risque politique. Et enfin, la trésorerie. Un paiement à 120 jours impliquerait pour l'exportateur un alourdissement considérable de son besoin en fonds de roulement en augmentant les créances clients. Tant que je ne suis pas payé de mon client, il me doit cet argent, ce sont des créances. Mais moi, je veux qu'il me paye le plus rapidement possible pour encaisser cet argent et que ça devienne finalement une disponibilité, c'est-à-dire avoir l'argent sur mon compte bancaire. Donc, voilà l'objectif de la mission 1. Il faut préciser que dans la mission 1, l'étudiant n'est toujours pas amené à faire un choix, c'est-à-dire à préconiser des solutions, mais simplement faire une analyse, c'est-à-dire mettre en relief les divergences ou les convergences entre la demande d'offre et les conditions habituelles de l'entreprise représentée. C'est tout, sous la forme d'un tableau, comme vous pouvez voir sur cette vidéo. Nos CGV habituels, la demande d'offre du prospect, l'analyse, avantages et inconvénients pour nous. Ensuite, nous avons la préparation de l'offre à l'export. Donc, nous avançons sur les annexes. Nous voyons le document 3 et de présentation de la gamme des produits évoqués. Nous avons ici la tarification export. Je reviens sur mon analyse de tout à l'heure. On voit ici qu'il y a notre coface du pays, ce qui montre ce que je disais, que le pays n'est pas du tout soumis à un risque politique, donc la confirmation du crédit documentaire n'est pas nécessaire.
Très bien, passons. Donc, la deuxième partie, l'étudiant est amené à préparer la tarification à l'export. Donc, si nous avançons dans les annexes et que nous nous reportons à l'annexe 6 et à l'annexe 7, nous voyons comment est le calcul, la cotation qui est à réaliser. Concernant la cotation, je n'épiloguerai pas sur tous les éléments qui sont notés, vous les avez en face de vous, mais je me permettrai de vous donner quelques conseils pour gagner des points. 1. Mettez toujours en avant les données utiles. Donc, faites le maximum de précalculs au début, dans le but à ce que le tableau de cotation ne se borne qu'à être une série d'additions. Donc, on voit que nous avons les éléments pour calculer la valeur ex-work. Le fret ici est présenté sous la forme d'une unité payante. Ça veut dire que nous sommes en LCL, en groupage maritime, less than container loaded. Pour rappel, le fret en LCL doit se calculer sous la forme de l'unité payante multipliée par la valeur la plus élevée entre le poids en tonnes ou le volume en mètres cubes. Donc là, nous avons un poids de 700 kg, nous avons un volume de 3,41 mètres cubes. 700 kg, 0,7 tonnes étant plus petit que 3,41, mon unité payante, c'est 3,41. Et donc, pour calculer le fret, je dois multiplier cette unité payante par son prix, à savoir $3,000 pièce. Donc, 3,000 fois 3,80. Donc, mon conseil pour minimiser les erreurs et montrer au jury que vous êtes capable de structurer, c'est de faire le maximum de précalculs dans les données utiles. Ensuite, vous faites votre tableau de cotation, voilà, qui va jusqu'à CIP. Et pour gagner des points, n'hésitez pas toujours pour maximiser votre notation et passer en stade 4, qui est le stade maximum d'évaluation des compétences dans nos grilles de notation en BTSCI, n'hésitez pas toujours à mettre une phrase. Là, par exemple, ce que je conseillerais à cette copie pour l'améliorer, c'est alors d'abord d'isoler le coût des prestations logistiques, incoterm d'arrivée moins incoterm de départ. Donc ici, nous savons que le fret a coûté, enfin, l'ensemble des prestations logistiques ont coûté 10 784,24 $. Mais la copie ne va pas assez loin. Si c'était moi qui devais composer ça, je diviserais cette valeur-là par le coût en ex-work, bien sûr en dollars. Et ainsi, ça me donnerait un pourcentage. Par exemple, 10 000 $, c'est un exemple, hein, 50 000 $ de transport, donc ça fait 20%, 10 000 divisé par 50 000 fois 100. Ainsi, nous savons que le coût des prestations logistiques représente 20% du prix de vente de la marchandise. Une petite phrase à la fin de la cotation en, en mettant en perspective et en montrant que vous avez compris le calcul qu'il faut faire, et c'est gagné. Vous avez des points. Même si votre calcul est faux, vous pouvez vous en tirer avec la moyenne et en tout cas garantir le fait que vous ayez une note honorable à l'examen. Ensuite, nous continuons. Lorsque nous avons une proposition tarifaire à réaliser en CIP ou CIF, il est commun, il n'est pas rare que le jury demande à ce que l'étudiant sache faire la différence entre les deux types d'assurance que nous avons en transport international. L'assurance ad valorem, celle-ci que vous connaissez bien, qui permet de passer de CPT à CIP, également de CFR à CIF. Et puis l'assurance responsabilité du transporteur, les fameux DTS, qui interviennent automatiquement s'il arrive quelque chose pendant le transport par la faute du transporteur. Et donc là, il est demandé aux étudiants de faire la simulation entre les deux. Voilà l'assurance ad valorem, qui me permet de passer de CPT à CIP. M'indemnisera, du coup, sur la base de CIP plus 10%.
Donc, ayant calculé au préalable la valeur CIP, je fais fois 1,1 pour augmenter cette valeur de 10%. Et je sais que cette assurance va m'indemniser en cas de litige sur 54 597,66 dollars. Le coût de l'assurance, c'est une simple soustraction entre CPT et CIP. OK, donc là, nous avons le coût de l'indemnisation en cas de litige et nous avons la valeur, le prix de cette assurance. L'assurance responsabilité du transporteur, les fameux DTS, c'est gratuit. L'entreprise n'a à effectuer aucune démarche particulière pour la mettre en jeu. En revanche, elle a deux inconvénients majeurs. Premier inconvénient majeur, c'est qu'il existe de très nombreux cas pour lesquels la responsabilité de l'exportateur est exonérée. Pardon, la responsabilité du transporteur est exonérée. Et là, dans le document 8, nous avons le contrat d'assurance qui liste tous les cas dans lesquels la responsabilité du transporteur peut être exonérée. Nous les voyons à l'article 4, des actes de négligence, des incendies, des périls, des grèves, des lockouts, etc., etc. Ce que nous connaissons bien dans notre cours sur la responsabilité du transporteur. En revanche, à côté, le deuxième inconvénient, c'est que le plafond d'indemnisation est limité. Et là, nous le voyons ici, il est limité à 2 DTS par kilo ou 666,67 DTS par colis palette. Donc, rappelons-nous, on l'a vu, que nous avons un poids d'expédition à 700 kg pour 35 colis. Donc, je fais le comparatif. 2 DTS par kilo, ça me donne 1400 DTS. J'ai 35 cartons dans ce dossier. Donc, 35 cartons fois 666,67, ça me donne 23 333,45 DTS. Ce qui est le mieux par rapport à 1400. On fait toujours un calcul à l'avantage de la victime. Donc, si je convertis ces 23 333,45 DTS en euros, ça me donnera, pardon, en euros et en dollars, 28 977 euros et 30 426,85 dollars. Bien. Qu'est-ce qui est le mieux? Voilà la finalité de l'analyse de cette compétence. Garder mon assurance ad valorem qui m'indemniserait en cas de litige 54 597 dollars ou ne souscrire à rien, mais par contre avoir un plafond d'indemnisation à 30 426 dollars. Bon, je pense que, comme dirait un certain youtubeur, la question est vite répondue et qu'il vaut mieux garder notre assurance ad valorem qui offre un rapport cotisation-prestation bien plus avantageux. Et c'est l'expression que je vous encourage à retenir pour l'examen. Si vous avez à devoir composer sur cette compétence-là, l'assurance ad valorem est le type d'assurance qui offre un rapport cotisation-prestation plus avantageux que l'assurance responsabilité du transporteur dans bien des cas. Les seuls cas où l'assurance responsabilité du transporteur est utile, c'est quand la marchandise ne coûte pas très cher. J'ai par exemple étudié cette année, lorsque j'ai fait ce chapitre avec ma classe, un cas d'une importation de bananes ivoiriennes. Effectivement, là, la valeur de la marchandise étant peu élevée en rapport au poids, ben, l'assurance ad valorem n'était pas utile. On pouvait garder simplement l'assurance responsabilité du transporteur. Voilà. La dernière partie, qui est la partie la plus importante, il faut formuler une offre commerciale pour le client. Et là, l'offre commerciale repose sur une règle précise qui est de se trouver dans un rapport gagnant-gagnant. La personne que j'ai en face de moi, Tratec Solutions, c'est un client. Nous sommes des juristes du commerce international, mais nous sommes avant tout des commerçants. Et l'autre en face est un client. Je dois donc faire un effort pour avoir un bon relationnel avec lui.
Donc, cette partie vient conclure la mission 1. Comment? Alors, déjà, par l'offre commerciale. Donc, on a vu qu'on gardait notre CIP avec notre prix. Donc, ça, nous l'avons calculé. Et ensuite, nous prenons chacun des éléments vus dans la première partie, dans la première étape. Nous allons refuser certains et nous allons accepter d'autres. Par exemple, si je dois conclure sur la thématique que nous avons principalement abordée ensemble, à savoir la sécurisation des risques. Bon, eh bien, mon client veut me payer à 120 jours pour sa trésorerie. Et il veut me payer par virement SWIFT pour la simplicité, la rapidité et le coût peu élevé. Bien. Je vais trouver une solution alternative. Comme je travaille avec ce client pour la première, avec cette entreprise pour la première fois, nous n'allons pas faire un virement SWIFT parce que pèserait alors sur moi trop de risques commerciaux. Je ne suis pas sûr, je ne le connais pas, je ne suis pas sûr qu'il va me payer. Donc, on va faire un crédit documentaire. Irrévocable tout court. La confirmation n'est pas nécessaire. Ainsi, de mon point de vue, je suis couvert contre le risque politique, je suis sûr d'être payé puisqu'il y aura la garantie de sa banque. Mais de son côté, lui aussi, dans une argumentation commerciale, on peut dire qu'il est sûr de recevoir une marchandise qui soit conforme à sa demande. Bien. Maintenant, euh, lui veut un paiement à 120 jours. Et ça, j'aurais du mal à garder la face devant lui si je lui disais non, tu vas tout me payer tout de suite. Je dois faire un effort. Donc, on va accepter de lui accorder un délai de paiement qui peut se négocier entre 30 jours et 90 jours. Mais moi, ça va me poser un grand problème pour ma trésorerie, puisque j'ai besoin de l'argent de mon client pour mon cycle d'exploitation, pour payer mes factures, pour payer mes fournisseurs, pour payer mes salariés, etc., etc., pour payer les impôts, c'est important, surtout en France. Donc, la solution alternative, c'est d'opter pour un crédit documentaire réalisable par négociation. Regardez votre cours, il y fera référence. Le mode de réalisation par négociation signifie que le moyen de paiement est une traite. La traite est l'instrument principal de la famille des effets de commerce. Et là, je demande au client de me payer de cette manière. Ainsi, je pourrais aller voir ma banque en disant, voilà, j'ai accordé un délai de paiement de 90 jours à mon client, de 60 jours, de 120 jours, de X nombre de jours. Et la banque, moyennant le paiement d'un intérêt, bien sûr, peut m'accorder une avance en trésorerie. Et ça, c'est bien pour moi. Par contre, cette avance a un coût, les intérêts simples que vous savez calculer. Mais dans une optique de négociation, là je fais un parallèle avec l'oral du RCI, je peux dire à mon client, écoutez, je vous accorde un délai de paiement, par contre, je resterai inflexible sur le prix. Si vous voulez négocier sur le prix, sachez qu'on devra automatiquement mettre dans l'équation le délai de paiement. Pourquoi? Parce que en tant qu'exportateur, si vous allez accorder un délai de paiement, vous allez escompter votre traite auprès de votre banque et votre banque va vous demander le paiement d'un intérêt. Eh bien, cet intérêt, je vais le déduire de l'éventuelle remise commerciale que je vais faire à mon client. Voilà, donc placez-vous dans un rapport gagnant-gagnant et acceptez certains éléments, par exemple le paiement en USD, il n'y a pas de sujet, pas de problème, ou d'autres. Mais sur d'autres éléments, vous dites non. Mais quand vous dites non, vous faites toujours une contre-proposition. Il faut rester commerçant, il ne faut pas perdre le client. Voilà pour la mission 1.